La première des choses, lorsqu'on parle d'une entreprise, on qualifie tous les acteurs économiques, c'est-à-dire de la micro-entreprise à la société. Et ça va avoir une importance parce que entre la micro-entreprise et la société, il y a une différence fondamentale qui est la manière dont on va appréhender le résultat que vous allez faire et la valeur économique que vous allez créer et notamment la manière dont on va l'imposer. Parce que, effectivement, on a créé le système de la micro-entreprise en France pour permettre d'avoir un accès à l'entrepreneuriat le plus facilité possible. Pour les gens qui l'ont déjà fait, vous savez que la micro-entreprise, c'est très facilité, la création est gratuite. Il suffit de remplir un formulaire sur les guichets uniques et de fournir un justificatif de domicile, une pièce d'identité, et vous pouvez créer votre micro-entreprise très simplement. Les avantages évidents de la micro-entreprise avant de discuter de la société, c'est le fait que si vous ne faites rien, cela ne vous coûte rien, sauf la cotisation foncière des entreprises que vous commencez à payer la deuxième année, qui est un petit impôt sur le local que vous allez avoir, qui ne chiffre pas énormément, qui est un petit peu plus cher à Paris qu'elle ne l'est en province, mais qui ne chiffre pas énormément. Si vous n'utilisez pas votre micro-entreprise, vous ne payez rien. Et pour cause, la distinction fondamentale et la première des choses à savoir sur la micro-entreprise avant de se poser la question de son statut, c'est que vous allez payer des cotisations sociales et des impôts sur le chiffre d'affaires et non sur le résultat comptable. Et ça a son importance, effectivement, parce que la micro-entreprise, elle est bien pour tester un projet, mais elle ne va pas forcément être adaptée à tout le monde sur le long terme. En effet, parce que vous avez ce système d'imposition du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que si je vous prends schématiquement deux idées d'entreprise, je suis architecte d'intérieur. Je développe mon activité et je souhaite commencer par une micro-entreprise. Si je suis architecte d'intérieur, je délivre de la prestation intellectuelle. Donc par essence, c'est un business model qui ne va pas générer énormément de charges. Je vais devoir éventuellement payer des logiciels, et encore que y a des solutions, c'est peu coûteux. Je vais devoir m'acheter un ordinateur à la base, mais quand on lance son activité, souvent on a un ordinateur personnel avec lequel on débute. Je vais éventuellement devoir me déplacer, et ça, je peux le faire prendre en charge directement par mon client. Et c'est à peu près tout. Je ne suis pas architecte d'intérieur, donc s'il y en a et qu'il y a d'autres dépenses, je suis désolé, l'exemple est un peu biaisé. Mais en tout cas, c'est à peu près tout ce que je vais dépenser. À l'inverse, si je suis ébéniste, dans mon processus de livraison de mon produit, je vais nécessairement avoir besoin de dépenser beaucoup plus pour produire. Donc c'est-à-dire que je vais devoir acheter de la matière première, du bois, des solvants, du vernis, avoir de l'outillage, une scie, un tourneur à bois, ce genre de choses. Et donc c'est des dépenses que je vais faire, ce qui va avoir un impact direct sur la manière dont va se composer ce que je vais gagner. Dans le cas de ma prestation intellectuelle, de mon architecture d'intérieur, de mon conseil en communication, de mon conseil en stratégie, de mon coaching, j'ai très peu de charges. Donc ça veut dire que la différence entre le chiffre d'affaires que je vais générer, ce qui va me rester sur le compte en banque avant de payer mon forfait libératoire pour l'impôt sur le revenu et mes prestations sociales, c'est quasiment la même chose. Prenons un ratio, considérons que je fais 100 de chiffre d'affaires, il va m'en rester 90 avant charges sociales et avant impôt. Si par contre je suis ébéniste, comme je vais devoir acheter de la matière première qui est chère, comme je vais devoir acheter de l'outillage que je vais devoir amortir, prenons ici un ratio fictif, mais je pense pas très loin de la réalité, qui m'amène à 25 ou à 50 sur 100. C'est-à-dire qu'à la fin de ma production, j'ai dépensé la moitié de ce que le client m'a payé pour acheter les matières premières, amortir un petit peu mon tourneur à bois, amortir ma scie et avoir le revenu qui me reste. Et ça, c'est avant charge sociale et avant impôt. Ce qui veut dire que dans un cas, je vais payer, comme je paye un impôt et des charges sociales assis sur le chiffre d'affaires, dans un cas, je vais payer de l'impôt et du chiffre. Dans les deux cas, je vais payer de l'impôt et des cotisations sociales, donc à hauteur de. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes cotisations sociales que vous soyez prestataire intellectuel ou au contraire vendeur de produits.
les cotisations intellectuelles, enfin les cotisations sociales pour la prestation intellectuelle sont un petit peu plus chères que les cotisations sociales pour les vendeurs de produits. Mais dans les deux cas, je vais payer sur 100. Sauf que dans un cas, il me reste 90 à la fin, donc je peux me permettre de payer, on les chiffre en général, on chiffre le prélèvement aux alentours de 22-23%. Ça a augmenté l'été dernier, donc on est plutôt à 25-26%. Je vais payer 25-26% de mon chiffre d'affaires pour me libérer du volet cotisation sociale et du volet impôt. Donc, s'il m'en reste 90, c'est OK. Finalement, j'ai perçu, on m'assoit 25-26% sur 100, j'en ai 90 dans ma poche, à la fin, il m'en reste 60-63. A contrario, si je suis ébéniste et que j'ai dépensé énormément, donc j'ai un business qui nécessite de créer de la charge, et en plus de la charge fixe, de la charge variable, dans ces cas-là, sur mes 50, je vais payer toujours 25-26, voire un peu moins parce qu'on est sur des cotisations sociales de vendeurs de produits. Donc on peut arrondir à 20, je vais payer 20, mais à la fin il me reste 30. Et c'est là le premier des critères qui va nous pousser à réfléchir sur la forme juridique. La forme juridique que vous allez choisir pour votre projet, elle ne doit pas être guidée par ce que vous entendez ou par la perception que vous avez du régime fiscal le plus avantageux, des cotisations sociales les moins chères. Elle doit être guidée en premier lieu par l'activité que vous allez faire, c'est le premier des indicateurs, et par la dimension que vous voulez donner à votre projet. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai une activité qui est génératrice de charges, soit fixe, c'est-à-dire que c'est des charges que je vais payer tous les mois, soit variable, c'est-à-dire que c'est des charges assises sur ma production, et c'est souvent une production de biens ou alors une production de services, mais très particulière. Dans ces cas-là, je vais devoir nécessairement m'orienter vers une structure dont la fiscalité et les cotisations sociales vont être assis sur le résultat comptable et non pas sur le chiffre d'affaires. Dans mes exemples, 100, c'est mon chiffre d'affaires, 90 pour mon architecte d'intérieur, c'est mon résultat comptable. D'accord ? Je vous fais exprès quelque chose de très schématique pour que vous ayez l'idée, mais on n'est pas loin de la réalité. 50, c'est pour mon ébéniste, mon résultat comptable. À partir du moment où je sais ça, je suis en mesure, moi, de déterminer si je vais avoir besoin de me retrouver sur une imposition du chiffre d'affaires et sur une imposition du résultat comptable. Alors évidemment, ça s'assortit aussi de davantage de contraintes, même si elles ne sont pas structurantes pour une entreprise, mais il y a davantage de contraintes. Et évidemment, quand vous passez sur un modèle sociétaire, vous avez davantage de coûts. Alors, j'aimerais revenir sur deux choses. La loi de finances a rabaissé les seuils pour harmoniser les seuils au niveau européen sur la soumission à la TVA. C'est-à-dire que on va considérer que les seuils vont rentrer en vigueur puisque en fait jusqu'au 1er juin, on n'est pas encore fixé. Bercy n'a pas donné sa décision finale. La loi de finances a prévu des seuils à 25 000 € harmonisés pour tout le monde. Avant, vous le voyez, il y avait des seuils pour la prestation intellectuelle et des seuils pour la production de biens et de services. Pourquoi il y a des seuils différenciés de chiffre d'affaires pour les deux ? C'est parce que, en fait, il y a aussi la prise en compte du fait que quand vous vendez des produits, il y a de très fortes chances que vous ayez un système de charge qui soit plus haut. Donc, vous avez besoin de monter plus haut en chiffre d'affaires pour gagner un petit peu votre vie. Ce qui est moins le cas sur la prestation de service. D'accord ? C'est ce qui explique la différence. Avant, on avait des seuils de TVA différenciés. Aujourd'hui, on a un seuil de TVA qui est unique à partir du 1er juin 2025, qui est de 25 000 € et un seuil majoré qui est de 27 500. Le seuil de 25 000 €, c'est le seuil à partir duquel, si vous le franchissez, donc c'est 25 000 € hors taxe, vous allez payer de la TVA l'année suivante. Le seuil de 27 500 €, c'est le seuil que vous franchissez où vous allez payer de la TVA à compter du début du mois du franchissement. Dans un cas, si je dépasse 25 000 €, je paierai de la TVA en 2026. Dans l'autre cas, si je dépasse 27 500 € au 30 juin 2025, je paierai de la TVA à partir du 1er juin 2025. C'est deux notions qui sont importantes à avoir en tête et surtout, c'est des seuils
à surveiller, puisque il y a un enjeu pour tout le monde de bien facturer de la TVA, mais il y a aussi un enjeu pour les business qui s'orientent vers un projet qui s'adresse aux consommateurs, aux clients particuliers. Levez la main. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont franchir le seuil de TVA, vous allez nécessairement prendre une marge, enfin vous allez nécessairement rogner sur votre marge ou devoir augmenter vos prix de 20% au franchissement du seuil. C'est plus neutre pour les gens qui vont faire du B2B, d'accord ? Puisque la TVA est neutre pour les entreprises, que vous facturiez hors TVA ou hors taxe tout court, l'entreprise, ça ne va pas changer la donne pour elle. Ça, c'est la formule la plus simple, pour deux raisons. La constitution est très rapide, l'entretien administratif de sa micro-entreprise est très rapide, c'est des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires faites sur le portail, c'est l'option de cocher un versement libératoire à la constitution, ce qui fait que vous avez déjà payé l'impôt de votre micro-entreprise au moment où trimestriellement on vous appelle vos cotisations sociales et votre impôt. C'est aussi... Ce n'est pas obligatoire en dessous d'un certain niveau de chiffre d'affaires qui est de mémoire 10 000 euros. Par contre, on vous recommande fortement d'avoir un compte dédié. D'accord ? On n'utilise pas son compte personnel pour sa micro-entreprise. Mais par contre, le principal inconvénient, c'est quoi ? C'est que vous avez une imposition et des cotisations sociales assises sur votre chiffre d'affaires. Et donc, en réalité, ce que ça veut dire pour vous, c'est que ce n'est pas assis sur ce que vous avez réellement dans votre poche, mais c'est assis sur ce que vous avez facturé. Et donc le premier des critères d'analyse de la forme juridique adaptée pour vous, c'est qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse et dans quelle proportion. Est-ce que c'est logique ou pas pour moi de passer sur une forme sociétaire ? Parce qu'une forme sociétaire, ça va rajouter des frais, ceux de la Constitution évidemment, mais aussi des frais de tenue comptable à minima qui représentent un budget. D'accord ? Ça nous permet de venir sur la société. La société aujourd'hui, il y en a deux types particulièrement usités. C'est la SARL et la société par action, simplifiée, la SAS. Encore ici, le critère qui doit être déterminant dans le choix de votre entreprise, ce n'est pas celui de la fiscalité, c'est celui de votre activité. Si je monte une entreprise qui se finance toute seule, par exemple, j'ai besoin, parce que j'ai dépassé les seuils, de la micro-entreprise, de transformer ma micro-entreprise en une société. Je reprends toujours mes exemples. Je fais de la prestation intellectuelle, je suis toujours architecte d'intérieur. Je vais avoir finalement le choix entre les deux. Et en deuxième rang, le choix que je vais faire, c'est la méthode de rémunération que je vais utiliser pour me payer qui va déterminer le choix de ma structure. Si à contrario, je suis toujours ébéniste. Comme je suis ébéniste et comme je suis plutôt malin, je sais qu'il faut que je m'achète une scie, je sais qu'il faut que je m'achète un tourneur à bois. À partir de ce moment-là, ça veut dire que soit je fais le choix de l'acheter cash, mais c'est un choix de gestion d'entreprise qui est mauvais. C'est un outil de travail qui doit être amorti et c'est un outil que je dois donc financer par de la dette. Ça veut dire que de mon côté, si je dois financer par de la dette, il y a deux façons de faire. Soit je vais voir directement une banque à qui je vais demander de la dette, soit je vais voir la BPI qui potentiellement peut me subventionner un projet, ça dépend des critères. Les deux vont me demander des fonds propres. Ces fonds propres, c'est à la fois le capital social que vous allez retenir, mais c'est aussi ce que vous allez pouvoir apporter en compte courant d'associé, ou à contrario, c'est aussi ce que vous allez pouvoir apporter en ayant recours à des tiers. Et c'est là que le choix de ma structure va être déterminant. C'est-à-dire que pour les deux structures, que ce soit une SARL ou une SAS, je vais pouvoir faire des augmentations de capital classiques, demander soit moi remettre de l'argent personnellement, soit demander à un tiers de mettre de l'argent dans mon entreprise contre des parts. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, je vais avoir une flexibilité de fonctionnement
beaucoup plus importante si j'ai recours à la SAS. Pourquoi cette flexibilité est importante? Parce que je vais pouvoir notamment prévoir dans un pacte d'associés un certain nombre de choses qui vont permettre de neutraliser un petit peu les pouvoirs ou au contraire d'en donner un peu plus aux tiers que je vais avoir recrutés. Je prends exemple de mon entreprise d'ébénisterie. Je monte mon entreprise d'ébénisterie, tous mes proches sont d'accord pour me prêter de l'argent, il faut que je leur donne des actions en contrepartie, mais je vais pouvoir prévoir qu'ils vont avoir peut-être un dividende prioritaire ou alors qu'ils vont pouvoir, où je vais pouvoir neutraliser un certain nombre de leurs pouvoirs et prendre moi des décisions seul parce que je considère que la stratégie de mon entreprise, ce n'est pas forcément mes proches qui doivent la fixer. À partir du moment où je fais entrer des tiers au capital de ma société, je vais très souvent avoir envie de privilégier la SAS pour sa souplesse, à la fois dans les instruments que je peux émettre pour aller collecter de l'argent, c'est-à-dire que je peux faire rentrer des gens au capital, mais je peux aussi émettre ce qu'on appelle des obligations convertibles, c'est-à-dire que c'est des titres de dette contre... vous émettez ces titres, le tiers qui les reçoit a la possibilité de financer votre entreprise contre ces titres-là, qui est plus ou moins le même fonctionnement qu'un prêt bancaire, sauf que c'est un prêt qui est fait à la société et c'est la société qui le rembourse directement à des tiers. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que dans la plupart des cas, que vous passiez par la BPI ou que vous passiez par un emprunt bancaire, vous allez avoir une exigence de fonds propres. La banque va vous dire, moi je vous suis, je peux vous prêter tant, mais par contre, il faut que vous m'apportiez tant. D'accord? Et quand on veut s'industrialiser ou quand on veut avoir, on a des gros coûts d'acquisition de matériel qui sont importants pour l'exploitation, on a besoin de faire ça. Aussi quand on veut pouvoir financer un premier recrutement, quand on veut pouvoir financer le démarrage de son entreprise, on a besoin d'apporter des fonds propres. La SAS est un véhicule préférable pour le faire. Et donc, en fonction de mon besoin, je vais souvent me tourner vers la SAS quand je vais avoir besoin de m'ouvrir aux autres. Quand je vais travailler tout seul ou alors de manière réduite, dans ces cas-là, je vais plutôt utiliser la SARL. Alors évidemment, c'est un choix qui a des conséquences sur deux volets. Il y a deux méthodes de rémunération du chef d'entreprise, d'accord? Du chef d'entreprise qui est associé. Que vous soyez 1, 2 ou plus, vous pouvez tous avoir des fonctions de direction dans la société, d'accord? Que ce soit dans la SARL ou dans la SAS, vous pouvez avoir des fonctions de direction. Si vous êtes dans la SARL, vous serez tous gérants, si vous choisissez d'avoir tous des fonctions de direction. Ça veut dire que vous avez tous les mêmes pouvoirs. Pareil, ici, c'est un critère de fonctionnement. Si on veut hiérarchiser dans les fonctions de direction les missions de chacun, on va préférer la SAS qui, naturellement, permet cette hiérarchie. Si on veut une égalité de pouvoir, on va potentiellement favoriser la SARL qui, elle, permet ce qu'on appelle la cogérance et donc de coexister entre gérants avec les mêmes prérogatives. Une personne qui exerce une fonction de direction peut percevoir une rémunération de mandataire social. D'accord? Ça, c'est une première manière de se rémunérer. La seconde manière de se rémunérer, c'est de percevoir des dividendes. Donc, à la fin de l'année, si vous faites un résultat comptable positif, vous pouvez décider de vous verser une partie du résultat comptable que vous avez fait en dividendes. Et ça, c'est de la rémunération de l'actionnariat. Donc, pour pouvoir percevoir du dividende, il faut être actionnaire de son entreprise. La rémunération de mandataire social, c'est celle sur laquelle va être assise les cotisations sociales. D'accord? Les cotisations sociales de la rémunération de dirigeants en SARL, c'est environ 45%. D'accord? Là où en SAS, ça oscille entre 70 et 80%. Pourquoi? C'est le régime fiscal qui est associé, c'est la protection que vous avez. Quand vous êtes dirigeant de SAS, vous êtes assimilé salarié, vous bénéficiez de protection sociale et de cotisations à la retraite qui sont supérieures et qui sont plus efficientes. En contrepartie, vous payez plus cher. Quand vous êtes dirigeant de SARL, vous avez un statut article 62 du CGI qui, lui, vous donne moins de protection sociale et qui peut être complété par ce qu'on appelle des contrats Madelin qui peuvent être pris en charge par la société. Mais par contre,
vous payez moins de cotisations sociales. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des propositions de se rémunérer uniquement en dividendes. Qui l'a déjà vu? C'est pas du tout une solution. Pourquoi? Parce que la rémunération en dividendes, elle ne peut exister que si vous êtes sûr de faire du résultat comptable. Je reprends mes deux exemples. Je suis prestataire d'architecture d'intérieur. Je pensais signer un gros chantier cette année, je ne le signe pas. Finalement, je ne fais pas de résultat. J'ai un bilan comptable à la fin de l'année de moins 55 €. Je n'ai pas fait de résultat. Je suis ébéniste, même situation. J'avais une grosse commande de meubles pour une entreprise. Finalement, l'entreprise est en redressement judiciaire, je ne suis pas payé. Je fais un résultat négatif. À partir du moment où je fais un résultat négatif, je ne peux jamais me sortir de dividende. Ça veut dire que j'avais prévu en 2025 de me sortir du dividende pour me payer sur l'année 2025, voire me payer une partie de l'année 2026. Je ne fais pas de résultat positif, je ne peux pas sortir de dividende. Je peux distribuer éventuellement des sommes que j'aurais mis en réserve sous certaines conditions et à certains moments de l'année. Et la jurisprudence est venue de plus en plus encadrer ce genre de choses. Donc il y a une très grande incertitude sur ma capacité à me rémunérer. A contrario, si j'ai de la rémunération de dirigeant social, c'est une charge pour l'entreprise. Donc déjà, je vais pouvoir faire baisser mon résultat comptable, mais à condition de ne pas me verser, de ne pas me servir une rémunération qui soit exagérée, même si mon entreprise ne fait pas de résultat, je vais quand même pouvoir me payer. Donc il y aura toujours un choix qui sera fait de panacher entre la rémunération de mandat social et le dividende. Ça va être fait aussi en considération de la retraite. Je paie des cotisations sociales parce que je cotise pour ma retraite. Sur les dividendes, je ne cotise pas pour la retraite. C'est particulièrement important pour les entrepreneuses parce que très souvent, c'est celles qui se protègent patrimonialement le moins, qui ont tendance à ne pas forcément se prendre en considération tout de suite la question du régime matrimonial, qui ont statistiquement une évolution de carrière qui va moins vite, notamment à cause des discriminations, et parce que ça, c'est particulièrement important pour chacun de prendre en compte sa protection sociale. Ça l'est tout particulièrement pour les entrepreneuses qui, patrimonialement, sont en général légèrement désavantagées. En tout cas, c'est ce qui ressort des statistiques et de ce qu'on peut voir nous. Je l'ai repris dans le tableau, le dividende, il est au prélèvement forfaitaire unique quand on est en SAS, d'accord ? Il peut être éventuellement à l'abattement, il peut être éventuellement au barème progressif de l'impôt. C'est un calcul à faire et c'est un calcul que peut faire votre expert comptable. Globalement, le prélèvement forfaitaire unique, c'est la solution la plus simple. Le barème progressif de l'impôt, c'est une solution qui doit être faite sur mesure en fonction de votre taux marginal d'imposition. C'est un peu complexe de rentrer dans les détails en une demi-heure. Mais sous certaines conditions, lorsque vous avez une SARL, vous allez avoir du dividende qui va être frappé d'une surcotisation sociale en fonction du montant de dividende que vous versez par rapport au capital social et aux apports au compte courant que vous avez fait. Donc aujourd'hui, si vous devez retenir qu'une chose de mon intervention, c'est que ce n'est pas la fiscalité qui doit guider votre choix de structure, c'est en premier lieu le business model que vous allez avoir. Et même pour mon ébéniste que je prends comme exemple depuis le départ, c'est bien de tester son marché en utilisant une micro-entreprise. Parce que ça vous permet de vous lancer sans frais et ça vous permet ensuite de voir s'il y a lieu de la transformer, s'il y a lieu de faire évoluer, si l'activité prend comme elle veut. Mais par contre, effectivement, si vous avez un business model qui est créateur de charges, il va falloir vous poser la question rapidement de la manière dont vous allez structurer votre activité pour ne pas payer indûment des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sur du chiffre d'affaires que vous avez créé et que vous n'avez pas réellement perçu. S'il y a une deuxième chose à retenir, c'est que l'arbitrage entre la SARL et la SAS se fait en fonction de la dynamique du projet, de la nécessité de recourir à un bailleur de fonds pour financer votre projet et de la nécessité de recourir à la dette. Si vous recourez à la dette et que vous devez ouvrir votre capital au tiers ou émettre des instruments de dette
à destination des tiers, on va préférer la SAS, même si ses conséquences fiscales sont importantes. On peut optimiser la rémunération du dirigeant quand elle atteint un certain seuil. Ce seuil-là, je sais qu'il y a en permanence une volonté de vouloir optimiser. Il faut que le seuil de la rémunération du dirigeant soit matériel pour que l'optimisation vaille le coup. D'accord ? On n'optimise pas sur une rémunération versée aux dirigeants à 1 500 €. Ça a, à mon sens, pas de sens. Parce qu'il y a des coûts de structure. On met en place des sociétés annexes pour pouvoir optimiser la rémunération. On met en place des conventions qui sont coûteuses à mettre en place et à entretenir. Donc, il faut que ça vaille le coup. Et la troisième chose, mais ça, je pense que vous êtes parfaitement au courant, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est que la principale différence entre la micro-entreprise et la société, c'est que la société, elle a un impôt sur les sociétés, elle peut ne pas vous rémunérer. Si elle ne vous rémunère pas, elle est cumulable avec les allocations de retour à l'emploi et tous les dispositifs de France Travail. D'accord ? Si vous n'êtes pas rémunéré par votre entreprise, vous pouvez continuer à percevoir les prestations sociales dues à une perte d'emploi. Si vous êtes en micro-entreprise, tout ce que vous allez réaliser est réputé déjà appréhendé de votre côté et donc va venir en déduction des prestations sociales dont vous bénéficiez. Donc il y a aussi des stratégies qui sont de construire sa trésorerie parce que vous ne vous rémunérez pas et qu'à ce titre, ça vous permet d'avoir une période, une espèce de soupape quand vous commencez votre entreprise pour construire une trésorerie et derrière l'investir dans vos premiers recrutements, dans vos premiers besoins en outillerie, dans vos premiers besoins structurels, parce que vous laissez cet argent au sein de la société et c'est, à mon sens, ça qui doit guider le choix que vous faites dans un sens ou dans l'autre.